Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateformes, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals, notre encyclopédie Larousse du cinéma. Bonjour salut Gauthier. Romain, salut. Et notre invité du jour, Lloyd Cherry, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, fondateur et animateur du podcast Plus que de la SF, auteur du guide officiel de Dune, Tout sur Dune, et on peut le dire, spécialiste de l'univers de Frank Herbert. Salut Romain, merci de l'invitation. Bonjour à tous les deux. Au sommaire du jour, on va faire un gros plan sur la série Dune Prophétie, disponible sur Max depuis le 18 novembre. Notre rubrique Ne cherchez plus, soit une recommandation de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. Gauthier, tu nous parles de quoi cette semaine ? Je vais vous parler d'un film documentaire qui est sur Netflix et qui s'appelle The Greatest Night in Pop, qui revient sur la nuit où on a enregistré la célèbre chanson We Are the World en 1985. Et ensuite, on fera donc l'agenda des sorties, les sorties marquantes de la semaine sur nos plateformes et retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité Lloyd Cherry. Vous écoutez Original, l'émission 100% plateforme, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et aujourd'hui, notre gros plan est sur Dune Prophétie, une série télévisée produite par le studio Legendary TV pour Max, la plateforme de streaming de Warner. C'est en quelque sorte une série HBO, on peut dire, et elle est divisée en 6 épisodes, diffusés chaque semaine sur la plateforme. La communauté attire des femmes de nombreux mondes pour faire avancer notre espèce et contrôler l'avenir. L'Imperium est fragile. Les grandes maisons se disputent le pouvoir. L'heure est venue de conquérir le trône et de protéger l'Imperium. On rappelle que cette série est donc un spin-off qui se déroule 10 000 ans avant les événements des films et des livres que vous avez pu voir. C'est tiré du roman La communauté des sœurs de Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert, l'auteur de Dune, et de Kevin G. Anderson. Et elle raconte comment les sœurs Harkonnen vont créer la secte du Bene Gesserit. Première chose, avant de demander à notre expert de Dune de décrypter tout ça, déjà un premier point vocabulaire, c'est quoi un spin-off, Gauthier ? Encore une fois, oui. On a l'impression de rejouer le match d'émission en émission après le Pingouin. Maintenant, on parle du spin-off de Dune. Donc, on est encore sur cette idée d'un projet parallèle, c'est-à-dire que Dune a été refait récemment. Vous vous en êtes rendu compte par Denis Villeneuve en 2 films avec Timothée Chalamet dans le premier rôle. Et dans ces 2 films, on pouvait tout à fait légitimement se poser la question de d'où vient cette sororité des Bene Gesserit, qui sont des sortes de mi-religieuses, mi-sorcières qu'on aperçoit dans le film. Et cette série est là donc pour vous expliquer quelle est leur origine, mais leur origine très lointaine, puisque on repart des milliers d'années en arrière. C'est ça le programme de la série. Donc le spin-off de Dune, ça va être de remonter le temps, de remonter le temps dans l'univers de Dune et de voir l'origine de quelques personnages secondaires. Voilà. Alors Lloyd, 10 000 ans avant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette série ? Alors déjà, cette série, c'est un peu un événement qu'elle soit là parce que ça a été très très compliqué. Il y a eu pas mal de problèmes. Normalement, ça devait être Denis Villeneuve qui devait produire, il devait réaliser le pilote. Cela ne s'est pas fait, le projet a failli être annulé. Et c'est plutôt une bonne surprise. Ce qui est compliqué avec Dune, c'est qu'il y a donc 6 romans cultes. Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, Les Hérétiques et enfin le dernier que j'ai pas forcément en tête là mais que ça va me revenir, c'est pas terrible pour un expert. Ce qui se passe, c'est qu'en gros globalement les fans de Dune et de Frank Herbert, on va dire, adorent les 6 romans principaux, mais sont beaucoup plus dubitatifs sur ce qui a été fait avant Dune. Donc il faut savoir que Brian Herbert a fait comme Christopher Tolkien, donc le fils de Tolkien, qui est de republier, lui, de son vivant, alors que son père est décédé, d'autres romans dans l'univers de Dune. Ce qui se passe, c'est que la communauté des sœurs, il y a eu plusieurs romans, il y a une dizaine de romans qu'il a coécrits avec Kevin G. Anderson, qui est un auteur des romans Star Wars. On est sur des romans qui sont très efficaces, plutôt bien faits,
très proche des romans Star Wars ou de certains romans Warhammer 40 000, mais ça reste, on va dire gentiment, de la littérature de gare ou de plage. On est vraiment loin de la profondeur des romans de Frank Herbert, donc du père. Donc c'est vrai que pour beaucoup de fans comme moi, au début on avait un peu peur, quoi, parce que la communauté des sœurs, ça raconte la création du Bene Gesserit, donc cette secte de femmes qui, on va dire, tente de créer l'être parfait sur plusieurs milliers d'années. Et donc on va dire que c'est aussi un ordre de femmes qui est beaucoup plus subtil qu'elle en a l'air, mais on va pas divulgacher évidemment les romans. Et quand cette série arrive, on est un peu surpris parce que pourquoi faire quelque chose dans un univers qui est entre guillemets sous-coté, et en même temps c'est une bonne idée parce que Legendary Pictures souhaite avoir une nouvelle franchise, souhaite avec Dune créer vraiment un univers comme il y a le Seigneur des Anneaux, comme il y a Fondation, enfin il y a vraiment une stratégie de la part de Legendary de faire en sorte que Dune devienne une vraie franchise disponible sur plusieurs médias. Il y a un jeu vidéo qui va sortir prochainement, il y a le 3e film de Denis Villeneuve et donc il y a la série. Legendary Pictures a fait un gros travail notamment pour la sortie du jeu de rôle Dune, d'expliciter tout ce qui s'était passé. Donc il y a eu un énorme travail pour clarifier la franchise, qui n'était pas très clair. Qui est parfois un petit peu complexe, et c'est vrai que l'histoire de Dune, donc si s'étale sur des milliers et des milliers d'années, on peut se demander, est-ce que c'était vraiment ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment clé? Au début du pilote, on voit qu'il y a une guerre contre les machines pensantes qui a failli mettre fin à l'humanité, qui était pourtant à travers tout l'espace, qui avait colonisé des planètes, etc. Est-ce que c'était pas peut-être ça qui était peut-être plus intéressant? Je ne sais pas, je connais pas bien l'univers. Alors vous faites écho au djihad butlerien, qui est la guerre entre les machines et l'homme, et c'est pour ça que dans Dune il n'y a plus de machines, parce que les machines sont interdites. Je pense surtout que en fait c'est Denis Villeneuve qui était intéressé pour mettre en avant des femmes. Denis Villeneuve est un réalisateur féministe, qui a féminisé un petit peu la franchise, qui a réécrit notamment le rôle de Chani pour le rendre plus moderne, et je pense que c'est lui qui s'est dit pourquoi pas créer une série sur le Bene Gesserit. Il y aurait des super personnages féminins, et je crois que c'est plutôt pour cette raison-là qu'ils ont décidé de partir sur cette piste des Bene Gesserit et non de raconter le djihad butlerien. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette série maintenant qu'elle a commencé à sortir? Et je rappelle, il y aura 6 épisodes, 1 par semaine, sur la plateforme Max. Déjà, en termes de continuité visuelle, il y a quand même un vrai travail qui a été fait, et on n'est pas dépaysé si on a beaucoup aimé les films de Denis Villeneuve. Gauthier? Oui, c'est surtout ça qui fonctionne, et c'est sur cette note-là que la série va jouer sa carte maîtresse. C'est-à-dire que, comme je vous le disais avec la dernière émission sur le Pingouin, cette série-là est très bien produite, c'est vraiment très joli à regarder. Le côté visuel des films de Denis Villeneuve, on le retrouve tout de suite, on sait dans quel univers on est. Après, je trouve qu'il y a une limite à ça, c'est que Dune, on le sait, historiquement, a été toujours cinématographiquement difficile à adapter. Jodorowsky s'y a cassé les dents. David Lynch a essayé et il aime pas son propre projet. Il a fallu attendre que Denis Villeneuve parvienne à un truc qui plaise à tout le monde. Et je trouve que ça se voit un petit peu quand on regarde la série, que, encore une fois, il y a beaucoup de discussions dans des intérieurs, deux personnes en champ contre champ, etc. Et que c'est un peu dommage. Moi, j'ai regardé ces premiers épisodes en me disant, mais il n'y a pas des vers géants là-dedans, il n'y a pas des moments où on devrait être dans l'espace, il n'y a pas du sable, je sais pas. Donc c'est un petit peu... C'est une belle série, mais elle est un petit peu réductrice, je trouve, pour l'univers visuel de Dune. Lloyd? C'est vrai que ça manque de souffle. Moi, il y a une agréable surprise quand même, parce que je m'attendais vraiment pas à quelque chose de bien, et je trouve que ça fait vraiment le taf, comme on pourrait dire maintenant. C'est visuellement dans les standards des séries de science-fiction actuelles. Il y a de l'argent, il y a des très très beaux effets spéciaux. Les comédiens sont plutôt crédibles. Le vrai problème, c'est qu'il y a une problématique d'enjeu. Et ça manque un peu de souffle. Et c'est vrai que d'une partie 2 de Villeneuve, il y a un vrai souffle épique, il y a quelque chose qui nous transporte. Absolument. Et pour l'instant, dans cette série, moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes, ça manque un peu de souffle. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu, pour l'instant, frustré en se disant, c'est quand que ça décolle? C'est quoi le pitch de cette série? Comment on pourrait expliquer le début de ce scénario? En gros, on suit la création de la secte du Bene Gesserit, initiée par une des sœurs Harkonnen. Le principe de cette secte de femmes est de créer des conseillères qui vont conseiller toutes les grandes maisons nobles du Landstrad, donc de l'univers de Dune. Et l'idée est d'arriver à créer des mariages pour génétiquement permettre d'avoir un être plus ou moins parfait dans plusieurs milliers d'années, puisqu'il y a une prophétie autour de ça, d'où le titre d'une prophétie. Et du coup, ce Messie, c'est Paul Atreides qu'on voit dans les films. A priori, peut-être.
En tout cas... Alors, non. Bah non, c'est ça justement, c'est qu'on pense en effet que Paul Atreides est le Messie, en effet c'est un Messie, mais ce n'est pas le Messie que souhaite le Bene Gesserit. Si je peux essayer de synthétiser ce qui vient d'être dit en langage Gauthier Jorgensen, en gros c'est Game of Thrones dans l'univers de Dune, quoi. C'est-à-dire des jeux de pouvoir internes pour mettre la personne qu'on veut sur le trône de tout l'univers, quoi. On pourrait même dire House of the Dragon, parce qu'en fait on est plus proche d'un House of the Dragon avec beaucoup de luttes de chapelles à l'intérieur de pièces closes qui font un petit peu écho, moi je trouve, à la première mini-série, Les Enfants de Dune, qui avait été fait dans les années 2000, et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux d'acteurs, mais d'où l'idée que ça manque un peu d'action, même s'il est censé, en fonction de la bande-annonce, on est quand même censé avoir tôt ou tard, à un moment donné, des vers géants et des batailles. Alors, je reviens sur ce format série. C'est vrai que les œuvres, les romans, tu disais qu'il y avait 10 romans, je crois. En fait, il y a 6 romans. Il y a 6 romans écrits par Frank Herbert, et après il y a une vingtaine de romans, enfin une quinzaine de romans écrits par Brian et Kevin J. Anderson. Ouais, c'est ça à peu près. Et donc du coup, est-ce que le format série ne se prêterait pas justement à ce récit feuilletonnant ? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que même le premier film, je pense qu'on est beaucoup de fans de Dune, même si j'adore les films de Villeneuve, on aurait adoré voir ça en série. On aurait adoré avoir juste 10 épisodes pour le premier roman de Dune, ça aurait été incroyable. Bien sûr que Dune, il y a quelque chose de feuilletonnant et qu'on peut aller très très loin, parce que là c'est juste 10 000 ans avant Dune. Donc on peut raconter pas mal de choses encore, et ils ont beaucoup écrit, la famille Herbert a beaucoup écrit autour de tous ces personnages et de ces grandes familles. Il y a aussi une réalité quasi économique autour de ça, c'est-à-dire que les films de Denis Villeneuve fonctionnent extrêmement bien, du coup on tient là une potentielle franchise et qu'on décline en série le plus vite possible pour donner à manger à ceux qui en veulent plus, quoi. Oui, et puis il n'y aura qu'une saison pour l'instant de Dune Prophétie, ils se sont pas gardés d'annoncer d'autres saisons, je pense qu'ils hésitent peut-être à raconter d'autres séries dont Dune, mais des mini-séries, je pense qu'ils tâtonnent encore un petit peu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du budget, quand même en France il y a eu un énorme lancement, un énorme battage, donc on sent que ça reste un enjeu pour la plateforme HBO Max. Moi, il y a quand même un petit truc qui m'inquiète, mais c'est pas juste sur cette série-là, c'est de manière générale. Je vois bien que cette série est faite pour féminiser encore un peu plus la franchise, et c'est très bien. C'est très bien de le faire, mais on voit aussi beaucoup d'autres franchises avoir des séries qui tentent de féminiser les franchises. Je pense notamment à la franchise Marvel, ou je pense aussi à Star Wars. Et il y a un petit défaut quand même, c'est qu'à chaque fois qu'ils essayent de féminiser une franchise, c'est toujours pour nous sortir des histoires de couvents, de religieuses, de sorcières, etc. Et j'ai un peu l'impression que comme les sorcières sont en vogue, c'est un symbole fort dans le féminisme, on met des sorcières dans Star Wars, on met des sorcières dans Marvel, on met des sorcières dans Dune, on met des sorcières partout. Je trouve que ça manque un peu de boulot, voilà. En tout cas, pour la dessert de Dune, pour le défendre, c'est vrai que Dune, il y avait déjà ça en fait dès les années 60, donc dès 63-64 quand le roman est prépublié. Donc c'est plutôt Star Wars qui a pompé sur Dune allègrement. Même Frank Herbert avait hésité à attaquer George Lucas parce qu'il y avait pas mal d'occurrences, notamment la force de Star Wars, c'est la voix du Bene Gesserit. Mais c'est vrai que je rejoins totalement Gauthier sur le fait qu'on essaye en effet de féminiser des franchises, mais comme il n'y a pas d'enjeux narratifs qui sont souvent très faible ou sans intérêt, du coup ça tombe un petit peu à côté, et il faut jamais oublier que quand même quand on fait une suite, les gens s'attendent à voir ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont aimé la première fois. Je vais donner juste un simple exemple sur Mad Max. Je pense que le désamour du Furiosa, qui est un excellent film, fait que beaucoup de gens s'attendaient à un Fury Road bis avec une telle intensité narrative et un truc waouh qu'était Fury Road, et pour Furiosa il n'y a pas eu ça, et donc finalement il y a une déception. On revient un petit peu sur la showrunner de cette série, Alison Shapker, qui partage le job avec Diane Ademu-John. Alison Shapker, elle a travaillé, elle était scénariste, notamment pour des séries comme Lost, Fringe, Alias, Charmed, Walter Carbon. Elle sait un petit peu de quoi elle parle quand il s'agit de mettre en place des intrigues avec des rebondissements et ce genre de choses. Pour l'instant, de ce que vous en avez vu, vous disiez que vous étiez peut-être encore sur votre fin. Il y aura 6 épisodes. Vers quoi il faudrait que ça tende pour réussir à happer le public, d'après vous ? Moi j'aimerais, on l'a dit, moi je manque un petit peu de spectaculaire. J'en ai vu 4 épisodes pour le moment, et c'est vrai qu'au terme du 4e épisode, je me disais, mais
faudrait pas qu'il y ait une bataille là, quelque chose. Enfin, donc il manque de ça pour le moment. Après, le final sera peut-être hyper convaincant et on aura envie d'en savoir plus sur la suite. Il y a notamment un personnage trouble dont j'essaye de pas divulgacher la série, mais il y a un personnage très mystérieux qui a comme ça des pouvoirs, peut-être qu'il s'est fait manger par un ver et puis qu'il en est ressorti en ayant des pouvoirs. Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça et qui ont l'air assez spectaculaires, mais au terme du 4e épisode, on les a toujours pas ouvertes complètement et il y a un côté un peu frustrant à ça. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est quand même, d'un point de vue visuel, c'est très proche des films de Lynch, mais d'un point de vue visuel, c'est vraiment très proche des grandes séries de SF actuelles, type Fondation, qui est elle-même influencée par The Expanse, qui était elle-même influencée par Battlestar Galactica. Et donc, on est toujours dans cette espèce de science-fiction aseptisée, d'un point de vue visuel, et ça manque d'un côté un peu waouh, moi, je trouve. Et c'est vrai que dans les films de Villeneuve, il y a le rythme, la narration, il y a des séquences de bataille, donc t'es emporté. Dans le film de Lynch, il y a le côté dégénéré et waouh de David Lynch et de son imaginaire, mais moi je trouve la série pour l'instant visuellement un peu trop sage, hein, et c'est un peu dommage parce que c'est tellement toujours la même chose entre guillemets d'un point de vue d'imaginaire qu'on aimerait bien que ça se lâche un petit peu, quoi. C'est de la SF, on peut se lâcher. Ça c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut du film de Lynch comme des films de Denis Villeneuve, mais tous s'ouvrent sur des prouesses visuelles où dès les premières minutes on est un peu écrasé dans son fauteuil. Là il aurait peut-être fallu que cette série ose quelque chose comme ça, quoi. À qui est-ce qu'on pourrait conseiller cette série ? Ouais, tout le monde, hein, entre guillemets, pas les enfants évidemment, mais je pense que quelqu'un qui aime regarder des séries peut regarder Dune. C'est mieux d'avoir regardé quand même avant le film de Denis Villeneuve, partie 1 et partie 2. Pour un peu que les gens soient pas trop perdus par le lore par l'univers de Dune et de Frank Herbert, mais même si on n'a pas vu la série, même si on n'a pas vu les deux films, on peut voir la série sans trop de problèmes. Moi, à mon humble avis, il faut être quand même chaud sur la science-fiction pour pouvoir adhérer à un tel programme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et il faut avoir une facilité naturelle à entrer dans ces univers qui sont parfois un peu ésotériques, hein, moi par exemple j'ai beaucoup de mal à être vraiment en empathie avec les personnages parce que je me dis tout ça se passe dans un truc totalement fictif et je m'en fiche un petit peu, donc j'ai toujours eu du mal moi avec l'univers de Dune, même si j'aime beaucoup les films, donc il faut avoir cette prédisposition un petit peu à se dire allez, on va aller visiter un univers qui est pas comme le mien, quoi. C'est vrai que moi, par contre, je suis client de science-fiction et de fantasy en général aussi. Ce qui me plaît beaucoup dans l'univers de Dune, c'est peut-être le fait d'avoir eu un papa prof de lettres classiques et de civilisation gréco-romaine. Je retrouve un petit peu de tragédie antique là-dedans et voilà, ce mélange des genres m'a toujours un peu appelé. Lloyd, de ton côté, évidemment. Oui, enfin, c'est bien, heureusement que tu avais un papa qui t'a initié à la science-fiction. C'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, bah, Dune est un melting pot de pas mal de choses. Déjà, juste les Atreides et les Harkonnen, ça représente le match entre la Grèce antique contre la Rome antique. On le voit très bien dans le film de Denis Villeneuve où les Harkonnen sont présentés comme un espèce de mix entre Néron et Caligula. Les Atreides, c'est les Atrides, donc c'est un peuple maudit. Déjà, Leto Atreides, le nom du père de Paul. Leto, ça veut dire mort en grec. Donc oui, Dune est très marqué. On dit que Frank Herbert se serait inspiré de 200 romans ou de livres pour imaginer Dune. Rien que la figure de Paul, donc dans les films, c'est un mix entre Saint Paul, Laurence d'Arabie et le prophète Mahomet, puisqu'en fait le parcours de Paul ressemble beaucoup à celui du prophète, sauf qu'à l'époque on est dans les années 60 et donc tout ce qui est Moyen-Orient c'est exotique pour un Américain, et c'est pour ça qu'il y a des mots arabes dans Dune. C'est la première franchise de science-fiction ou première série de science-fiction à avoir intégré tout un univers islamique et oriental, ce qui n'existait pas du tout parce que en fait pour Herbert il trouvait ça intéressant. Le mot djihad avant les années 90 il est connu par les gens qui aiment Dune, pas par le grand public encore. C'est la série Dune Prophétie, disponible sur Max, sur la plateforme Max de Warner. Merci à tous les deux pour vos analyses aiguisées. C'est disponible, je ne l'ai pas dit, depuis le 18 novembre en exclusivité. Et on va laisser maintenant l'espace et l'épice pour la reco du jour qui va nous plonger dans The Greatest Night in Pop, le documentaire Netflix sur les coulisses de l'enregistrement du tube We Are the World. C'est la chronique Ne cherchez plus par Gauthier. Ne cherchez plus quoi regarder, Gauthier est là pour vous. Aujourd'hui, Gauthier, tu nous parles de The Greatest Night in Pop, un doc
de Bao Nguyen qui dure à peu près 1h30 et qui est dispo depuis janvier dernier quand même. Oui, c'est un doc qui est sorti en début d'année et qui est absolument passionnant parce qu'il va raconter l'histoire beaucoup plus complexe qu'on le croit, parce qu'on se pose pas ces questions-là quand on écoute We Are The World, de la création de cette chanson, de comment elle a été composée et surtout comment elle a été enregistrée. Parce que, vous vous en doutez bien, je veux dire, réunir tous les plus grands génies de l'industrie de la musique américaine dans une seule pièce pour qu'ils chantent tous le même truc, en fait, c'est un cauchemar logistique absolu. Tous les plus grands artistes de la génération se sont réunis avec leur ego, mais surtout leur talent, pour sauver des vies. Mais juste le temps d'une nuit. Et une nuit seulement. Il y avait beaucoup d'agitation. Personne ne savait vraiment ce qu'on allait faire. Rien que le côté extraordinaire de la soirée était assez exaltant en soi. Il me semble que c'est Bob Geldof qui porte ce projet, le producteur de musique britannique. Lionel Richie va essayer de composer une chanson caritative avec l'aide de Michael Jackson. Dans un premier temps, on raconte le récit de la composition de cette chanson. Et c'est génial parce que ça raconte absolument toute la légende qu'on peut imaginer autour de Michael Jackson, c'est-à-dire qu'ils sont en train de composer entre, en gros, un python en liberté et un chimpanzé qui devient fou, quoi. Donc, dans des circonstances très extrêmes, mais en même temps, c'est deux génies de la musique, donc très vite, ils arrivent à avoir un gimmick, quelque chose, un refrain, quelque chose qui accroche. Donc, au fait, c'est des pros un peu fous, mais c'est des pros quand même. Donc, ils arrivent à composer cette chanson, et ensuite, il faut avoir l'idée de génie de trouver l'occasion parfaite de réunir les plus grands talents de la musique. Donc pour faire ça, le soir des Grammy Awards, on sait que toute la profession est là. Et le mot va se passer et Quincy Jones va être le producteur de cette chanson. Le grand Quincy Jones qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et Quincy Jones va réussir à convaincre les artistes présents au Grammy, et il y a tout le monde est là, de venir, au lieu d'aller en soirée Grammy après, de venir dans un studio qui a été loué, le temps d'enregistrer cette chanson que Lionel Richie et Michael Jackson ont écrite. À leur grande surprise, il y a beaucoup de gens qui disent oui. Et donc voilà, le défi, c'est qu'ils ont une nuit, un studio, pour mettre tout ce petit monde d'accord et enregistrer cette chanson. Et alors, il y a quelque chose du miracle qui se produit, puisque pour finir, la chanson existe. Il y a un truc très marrant qui est dès le départ du documentaire. Quand il commence l'enregistrement, on voit Quincy Jones prendre une feuille de papier A4 et écrire « Laissez votre ego de côté quand vous rentrez dans cette pièce » et la placarder justement à l'entrée du studio. C'est parce que vraiment, gérer autant de monde... Là, on est au début des années 80 et voilà, on a du Ray Charles, du Bob Dylan, on a du Michael Jackson, on l'a dit, Lionel Richie, mais aussi Al Jarreau, Billy Joel, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Kenny Loggins. Voilà, on pourrait comme ça dérouler Diana Ross, Kenny Rogers, Bruce Springsteen, Tina Turner, enfin ça ne s'arrête pas, Stevie Wonder, etc. Et ça ce ne sont que ceux qui font des petits passages en solo. Puisqu'après, on a aussi tous les chœurs qui sont un peu absents du film, en l'occurrence. Ouais. Où il y a quand même du Harry Belafonte, du Dan Aykroyd, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, surtout sur ce film, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que c'est un film absolument extraordinaire pour vous expliquer le génie de la création artistique. Moi j'aime bien les biopics musicaux, mais je trouve que l'écueil des biopics musicaux, c'est de jamais vous parler de ça. On ne parle jamais de comment les artistes créent leur musique, travaillent. On vous parle toujours de comment ils rencontrent leur femme, comment ils tombent dans la drogue. On parle jamais de ça, le boulot finalement. Et là, on les voit au travail, et ça, c'est absolument passionnant. Par exemple, quand ils enregistrent les chœurs, tout au début de la nuit, on leur dit très très vite, ceux qui n'ont pas la tassiture vocale pour atteindre les bonnes notes, juste fermez-la. Voilà. Les autres, ils chantent. On croit naïvement que tout le monde chante, mais non, tout le monde ne chante pas. D'ailleurs, ces images très célèbres de Bob Dylan qu'elle regarde dans le vide, etc., elles viennent du fait que Bob Dylan, il est chouette, mais il peut pas chanter des notes exactes comme ça. Pendant que certains sont très précis et carrés. Par exemple, je découvre que Cyndi Lauper est absolument d'une précision chirurgicale. Elle est très très précise. Ses prises, elles sont enregistrées hyper vite. Mais Bob Dylan, pendant tout le truc, n'est pas connu pour être carré. Et justement, on l'aime parce qu'il est pas carré. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Comment je vais réussir à m'intégrer là-dedans ? Je suis venu, je suis gentil, mais maintenant que je suis ici avec ces gens qui sont si
précis dans leur boulot. Comment je vais m'intégrer à ça? Et alors on voit Stevie Wonder qui est là aussi, carrément venir imiter Bob Dylan face à Bob Dylan pour lui dire bah voilà, avec ta voix tu pourrais enregistrer un truc comme ça, etc. Donc c'est vraiment ces génies qui sont au boulot, c'est absolument fascinant à regarder, quoi. Des génies, mais aussi des enfants, mine de rien. Bien sûr. Lloyd, tu as vu le film ou pas? Ouais, je l'ai vu quand c'est sorti, j'ai trouvé ça super bien, très encourageant. Ça montre bien le génie de Quincy Jones, entre autres, et puis de Ritchie et Michael Jackson, mais c'est vraiment Quincy qui est très impressionnant. Et la séquence avec Bob Dylan, elle est absolument géniale, puisqu'en fait, c'est grâce à Stevie Wonder que Bob Dylan arrive à se lâcher. Et c'est marrant de voir un type comme Dylan, qui est une légende absolue, galérer, quoi, et souffrir, ouais. Et vraiment souffrir. Dommage que Prince ne soit pas venu, puisqu'il y a tout un jeu où on se dit, Prince va-t-il venir? Et là aussi, c'est Game of Thrones, parce qu'on fait venir une des musiciennes de Prince en se disant, si elle est là, Prince, il va être un peu touché dans son ego et il va venir. Et elle se croit là parce qu'elle est invitée, parce qu'elle est super connue, et elle découvre au fil de la nuit que non, elle est plutôt là pour faire venir Prince, pour faire venir Prince, qui est très cruel, quoi. Non, c'est vraiment, je recommande. Et puis c'est assez, ça se prend pas trop la tête comme documentaire. Il y a pas d'ego entre guillemets dans ce documentaire. C'est ça qui est très agréable. Moi, je trouve c'est vraiment un film qui se regarde en une soirée et qui donne le peps. Ouais, personnellement, je recommande aussi, si on a aimé les documentaires musicaux en général, mais pas que. C'est vrai que de voir des moments de vie de ces personnalités, il y a ce passage incroyable où Stevie Wonder a besoin d'aller s'isoler pour aller aux toilettes, et où il y a Ray Charles qui lui dit attends, moi j'y suis allé, je sais où c'est, il le prend par la main et puis ils attendent que quelqu'un vienne, en fait, parce que les deux sont non-voyants et que ça les a fait marrer de faire ça. Il y a des moments où il y a Dionne Warwick qui veut juste bouffer quelque chose et donc qui du coup fait tout arrêter parce que il va falloir commander à bouffer. Voilà, il y a du vrai, il y a du. Il y a un moment absolument génial où, au fil de la nuit, Stevie Wonder, qui arrive tard, essaye de prendre le lead et commence à dire il faudrait qu'on chante des paroles en swahili pour l'Éthiopie, ce qui n'a aucun sens. Enfin, il fait chier tout le monde avec ça pendant hyper longtemps. Et pendant tellement longtemps qu'il y a un chanteur de country au milieu de tout ça qui est venu pour enregistrer, il en a tellement marre qu'il se barre. Il se barre, le mec se casse, quoi. Donc c'est vraiment passionnant de voir cette chanson qui est tellement planétairement connue et dont on se dit elle est acquise finalement. On se pose plus la question de comment on a fait. La voir se mettre en place comme ça, voir que dans les derniers moments de la nuit, on se dit bah là il va falloir libérer le studio, donc les gars on arrête avec le délire en swahili, juste on enregistre, ils nous font un produit fini, etc. C'est un contre-la-montre. C'est vraiment un contre-la-montre auquel on assiste. C'est pas qu'un documentaire sur la musique. Donc il y a du suspense, il y a du rythme, il y a du génie, c'est bouleversant. Et ce qui est très rare, c'est aussi d'avoir encore des images de tout ça. Les cadreurs sont aussi interviewés pour raconter leur ressenti personnel, etc., etc. Non, c'est vraiment une vraie recommandation de Originals et de Gauthier. Merci beaucoup, Gauthier. Merci. Je vous propose de prendre vos agendas. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, la semaine du 18 au 24 novembre, nous avons donc une petite sélection de sorties. Alors évidemment, le 18 novembre, c'est la sortie d'une prophétie. On en a parlé dans cette émission. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le 17 novembre, une série sur Paramount+, qui s'appelle Landman, qui sera composée de 10 épisodes, et elle est co-créée par Taylor Sheridan, donc Yellowstone. C'est vraiment le... Et aussi Tulsa King. Et aussi Tulsa King ? Oui. Tu me l'apprends. Et de Christian Wallace, donc avec Billy Bob Thornton. Donc c'est une série qui va porter sur les enjeux économiques, environnementaux et humains autour du boom pétrolier au Texas. Ça s'inspire d'un podcast à succès qui s'appelle Boomtown et qui raconte justement tous les bouleversements provoqués par l'industrie pétrolière dans l'ouest du Texas. Ça s'appelle Landman et c'est disponible sur Paramount+. Un petit peu plus tard, le 20 novembre, je vous propose un documentaire de 84 minutes qui s'appelle Buy Now, c'est Marc qui nous manipule. C'est disponible sur Netflix. C'est un documentaire choc sur les manipulations des grandes marques. Un doc qui explore les stratégies cachées des grandes entreprises pour influencer les comportements des consommateurs. Vaste sujet de nos jours. Et donc à travers les témoignages de lanceurs d'alerte, mais aussi d'anciens employés d'entreprises influentes et de divers experts, le film dévoile toutes ces méthodes utilisées pour nous inciter à acheter toujours plus, et parfois même au détriment de toute éthique et de notre bien-être.
Le 21 novembre, changement d'ambiance avec Sex Intention, Cruelle Intention sur Prime Video. 8 épisodes. Alors vous allez me dire une nouvelle adaptation du roman des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, mais pas vraiment. On est plutôt ici dans une adaptation du film Sex Intention de Roger Campbell de 99 avec Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon et Selma Blair. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? Je vais vous dire le pitch. Je pense que ça parlera de lui-même. Caroline Merteuil et son demi-frère Lucien Belmont sont deux étudiants populaires d'une université de Washington. Mais quand un bizutage tourne mal, les deux jeunes vont devoir tout faire pour maintenir leur statut. Pour cela, Caroline demande à Lucien de séduire la douce et pieuse fille du vice-président, Annie Hargrove, et s'il réussit, elle réalisera son fantasme de s'offrir totalement à lui. Depuis que tu m'en parles, je me dis c'est bien. En fait, je croyais qu'on en avait fait le tour de ce truc, mais j'ai pas souvenir que le film était une adaptation des Liaisons dangereuses. C'est moi qui. Si, tout à fait. Ouais. Ah ouais, le film c'était déjà une adaptation, le film des Liaisons dangereuses. Ouais, il y avait déjà Merteuil et Valmont. Enfin, ouais. Et du coup, là, c'est très marrant de retenter ça. Alors, attention, parce que ce film avait eu du succès en 99. Ah, le film est culte, même. On peut même dire. C'est un marqueur, je pense. Les gens s'en souviennent. Enfin, moi, j'avais 10 ans et je m'en rappelle encore quand c'était sorti. Ouais, y a un truc nostalgique. C'est pas un hasard si 25 ans plus tard, t'as une série qui te tombe dessus. Hein. Et du coup, ils avaient essayé de faire un 2, puis un 3 et de relancer une série avec le personnage de Sarah Michelle Gellar qui aurait été l'héritière de la fortune familiale, etc., etc. Tout s'est cassé la gueule ou pas donné vraiment de suite. Et voilà, là on a cette série sur Prime Video, donc vous pourrez découvrir ça à partir du 21 novembre. 8 épisodes, Sex Intention ou Cruelle Intention en version originale. Le 22 novembre, il y a sur Apple TV+, un drame historique qui s'appelle Blitz, signé par Steve McQueen. Donc c'est le réalisateur de 12 Years a Slave ou Shame, hein, on parle pas de Steve McQueen, l'acteur. Non, il est mort lui. Voilà. Ouais. Et Hunger, excellent film. Hunger, très beau. Ouais. Et donc ce cher Steve McQueen réalise Blitz pour Apple TV+, avec le jeune Elliot Efferman et Saoirse Ronan. Donc c'est dans le cadre du Londres sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire va raconter l'histoire de George, un petit garçon de 9 ans qui brave tous les dangers de la guerre pour retrouver sa mère Rita. Donc il sera joué par Saoirse Ronan. De ce que tu nous disais, Gauthier, en off, la critique en parle beaucoup déjà. Oui, ça a l'air d'être un des films de l'année pour les plateformes. Et j'ajoute qu'il a déjà eu une exploitation cinématographique un peu événementielle le temps d'un week-end du mois de novembre. Et donc il arrive là sur les plateformes. Il a déjà été vu par quelques personnes qui en parlent avec beaucoup d'enthousiasme. Donc il me tarde vraiment de voir ça. Ouais. Le 22 novembre sur Netflix, La leçon de piano. Alors attention, petit point traduction de titre. La leçon de piano, c'est un nouveau film qui va être réalisé par Malcolm Washington, qui est le fils de Denzel Washington, et c'est produit par Denzel Washington. Et comme acteur, on a qui? John David Washington. Donc voilà, on a vraiment le premier film d'un des fils de Denzel Washington avec comme acteur l'autre fils de Denzel Washington. Toute la dynastie est là. Et ça n'a rien à voir avec le film néo-zélandais de Jane Campion qui avait été Palme d'Or à Cannes en 93 et qui s'appelle en VO, en version originale, The Piano. Oui. Tout simplement, nous on en a rajouté La leçon de. Sauf que là, désolé, c'est basé sur une pièce de théâtre qui s'appelle La leçon de piano, ouais. The Piano Lesson, et donc en fait ça s'appelle La leçon de piano en français aussi. Par contre, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que cette pièce était quand même lauréate du prix Pulitzer en 87. C'est une pièce de August Wilson et on retrouve aussi Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu ou Daniel Day-Weiler ou Corey Hawkins au casting. Mais le mieux, c'est peut-être de parler de quoi ça parle. Et en l'occurrence, ça parle d'une bataille qui fait rage dans la famille Charles. Au centre se trouve un précieux piano de famille qui déchire deux frères et une sœur. D'un côté, un frère envisage de bâtir la fortune familiale en le vendant, de l'autre, la sœur fera tout pour conserver le seul vestige de l'héritage familial, et leur oncle tente de jouer les médiateurs au milieu, même si lui ne peut retenir les fantômes du passé. Querelle familiale autour d'un héritage. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser comme ça sur le papier ? Bah oui, moi je suis intrigué. J'ai toujours un petit peu d'appréhension avec le théâtre filmé, mais je suis quand même intrigué là, vu les noms que tu as cités qui sont impliqués dans le projet. Ouais. Je sais pas trop, je vais avouer que quand les Américains font du théâtre ou s'intéressent trop près au théâtre, souvent moi je suis un petit peu dubitatif et un peu déçu. Après à voir, hein, ça peut être bien. Je pense que, en tout cas, un des fils Washington a quand même
une carrière intéressante. Donc j'ai pas le sentiment qu'il ait fait des mauvais choix actuellement. Donc c'est pour ça que je serais plutôt rassuré par le fait qu'il soit présent lui, parce que sa filmographie est plutôt canon. Mais après, moi ça me fait rire, c'est vraiment la Dynasty 2 quoi. Donc c'est pas très original finalement cette fascination pour le TAD venant d'acteurs américains. Ouais, mais enfin, il me semble que c'était Denzel Washington qui avait réalisé Fences. On peut en dire ce qu'on veut, mais ça donne lieu quand même à des numéros d'acteurs qui sont assez chouettes, quoi. Et toujours le 22 novembre sur Netflix, c'est la sortie de Alien et le sortilège ou Spellbound en version originale, un film d'animation de Vicky Jenson avec Rachel Zegler, Nicole Kidman et Javier Bardem. Alors Vicky Jenson, ce nom vous est peut-être inconnu, mais elle a co-réalisé Shrek, tout à fait, mais aussi Gang de requins. Elle a travaillé sur Eldorado ou Chicken Run. Voilà, c'est un film fantastique où la jeune Eliane, une jeune fille pugnace qui est la fille des monarques de l'Ombria, un royaume fantastique, doit s'embarquer dans une mission périlleuse pour sauver sa famille et le royaume lorsqu'un sort étrange transforme ses parents en monstres. Je vous propose de ne pas en parler plus que ça parce que nous avons la chance de recevoir Phlegmatic, l'animateur et créateur du podcast Animédia, spécialisé dans l'animation, qui viendra avec nous en parler la semaine prochaine. Tout à fait. Ce sera tout donc pour aujourd'hui au niveau des sorties. Merci beaucoup Lloyd d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Je te propose quand même de rester assis bien confortablement sur ton siège. Tu vas passer l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Lloyd Cherry. Alors Lloyd, je te rappelle le concept de l'interview originale. Je vais te poser 10 questions et c'est les mêmes pour chacun de nos invités. Ces questions visent à cerner pour savoir quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Ça marche. On commence tout de suite. Ciné, animé, séries, documentaires, etc. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Série. Quel type de contenu aimerais-tu voir sur une plateforme qui n'existerait pas encore aujourd'hui ? Une adaptation d'Hyperion, chef-d'œuvre de Dan Simmons. Et je pense que j'ai l'impression qu'un des frères Nolan a très envie de faire ça. Jonathan Nolan pour être précis, mais non, j'aimerais beaucoup que Hyperion sorte en série. Ce serait exceptionnel et ça permettrait de faire redécouvrir ce chef-d'œuvre de la SF à une nouvelle génération de personnes. Du coup, est-ce que tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage ? Nouveauté. Plutôt nouveauté. Ouais, nouveauté. Je me tiens, je pense être abonné à pratiquement toutes les plateformes. Donc je me tiens vraiment au courant, notamment sur la science-fiction, où j'essaye de regarder de près ou de loin tout ce qui sort d'événementiel, c'est sûr, mais tout ce qui sort autour de la SF, je me tiens vraiment au courant. Donc c'est pour ça que j'ai toutes les plateformes et que je regarde un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fonctionne, puisque maintenant ça m'arrive de faire un peu de conseils autour de la SF pour des boîtes de création, d'audiovisuel ou de jeux vidéo, et donc il faut bien aussi un peu donner d'analyse. Est-ce que malgré tous ces abonnements dont tu nous parles, tu loues encore des VOD par exemple ? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive si je veux avoir typiquement un film que je ne verrai pas ou que je veux pas acheter en Blu-ray, parce que je fais encore partie de ces personnes qui achètent des Blu-ray 4K. Moi aussi. Voilà, on est cette espèce de dinosaure. Du coup, moi, ça m'arrive d'en acheter encore si je veux avoir un film en 4K. J'ai un écran OLED, heureux propriétaire. Et donc, du coup, je ne supporte pas de voir un film qui n'est pas en 4K quand il sort en 4K. Donc, typiquement, entre un film qui est sur Canal+, et louer un film en 4K, mais qui est disponible gratuitement sur Canal+, je vais être plutôt tendance en fait à le louer en 4K. Le louer malgré tout. Et quel est ton rapport au cinéma en salle justement, ou à la télévision même, depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Moi je pense que ça a beaucoup perturbé la lecture et puis évidemment l'audiovisuel. Alors je pense qu'on est beaucoup. Alors c'est marrant maintenant, aller au cinéma voir un film de 2 heures, ça paraît plus compliqué de voir une série de 10 heures. Il y a une espèce de choc psychologique à se dire je vais mettre mon DVD ou mon film ou aller en salle. Par contre non, je reste hyper attaché à la séquence salle de cinéma. C'est d'ailleurs, je pense, le seul moment où je coupe littéralement mon portable. Et ça me fait du bien d'aller au cinéma. Il y a un truc, moi je suis cinéphile depuis que j'ai 16 ans. Donc je suis toujours content d'y aller, même si j'y vais moins. Je vais aussi avouer que quand même l'offre... il y a eu des choses très bien ces 2 dernières années du côté français, vraiment. Mais l'offre, sinon, de blockbusters américains, moi j'ai l'impression, c'est comme pour les blockbusters jeux vidéo. J'ai l'impression d'être trop vieux pour ces conneries. Et ça fait vraiment longtemps, enfin pas longtemps, j'y vais quand même encore, mais typiquement, c'est rare ça fait longtemps que je suis pas excité en allant au cinéma. Je vais y aller, moi personnellement, pour suivre ce qui sort. Il y a des films qui m'intéressent, mais où je me dis, putain, je suis excité, je vais y aller, je vais planifier, je vais me dire, ça, je veux absolument y aller. Bon, il y a eu Dune partie 2, évidemment, et Mad Max aussi, mais c'est pas tous les mois que j'ai ce sentiment-là. Mais je reste vraiment attaché à la salle de cinéma parce qu'on peut vivre collectivement quelque chose.
Et ça fait quand même plaisir. C'est pas un truc qu'on peut vivre en série TV, sauf Game of Thrones, donc une fois toutes les 20 ans, on va dire, un truc comme ça, un phénomène comme ça. Et la salle permet de vibrer encore ensemble. Alors retour sur les plateformes. Qui regarde le plus les plateformes chez toi ? Moi. C'est toi. Et d'ailleurs, en termes d'habitude de consommation, t'es plutôt télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports peut-être ? Non, télé du salon. Non, comme je l'ai dit, avec ma télé OLED, je suis bien content de profiter. Ça peut m'arriver de regarder sur ordinateur, typiquement quand c'est la rage pour le boulot. Mais sur le smartphone, non, je suis pas passé à l'acte encore. Je vois des gens dans le métro qui regardent des choses, et je me dis peut-être si un jour je dois binge-watcher une série très très longue, genre l'émission Impossible ou un truc comme ça, peut-être pourquoi pas passer sur téléphone portable, mais non, je le fais pas ça. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches ? Ouais, alors plutôt pour le domaine professionnel, notamment avec Métal Hurlant quand même, je fais écrire pas mal de journalistes dans Métal, donc on essaye d'être lié à l'actualité cinéma et série TV, donc il y a quand même pas mal de discussions. Moi, l'éditorial, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et donc j'analyse un peu qu'est-ce qui sort. Il y a des choses vraiment intéressantes. Après, je trouve qu'Apple se débrouille très très bien. Vraiment, pour l'instant, je trouve qu'Apple est en termes de qualité de contenu, je trouve qu'Apple est vraiment forte. HBO, ça a descendu. Moi, j'ai découvert les séries TV avec HBO, donc à jamais HBO, mais je trouve que quand même, depuis 5-6 ans, c'est même s'il y a eu Succession, qui pour moi est peut-être le champ de l'âge d'or de la fin des grandes séries HBO. Ça fait longtemps que j'ai pas été transporté, à part par Succession, par les séries HBO. The Penguin, c'est très bien. Les grandes séries HBO, The Last of Us, c'est très bien, mais The Last of Us, pour moi, le trip, il est avant tout jeu vidéo ludique, quoi, pas forcément série TV. Et je vais plutôt aller du côté de d'autres, Yellowstone. Alors Paramount, Yellowstone, moi je regarde, je trouve ça hyper intéressant. Et typiquement Fargo, Fargo quand même, ça reste quand même dingue, Fargo. Exceptionnel, Ouais, Fargo. ouais. Enfin, je revoyais là un petit peu l'écriture de la saison 4, puisque je fais de la bande dessinée, donc j'essaye c'est pour ça que je regarde beaucoup de séries télé, parce qu'en tant que scénariste de BD, du coup c'est intéressant de voir l'écriture. Et Fargo, qu'est-ce que c'est bien écrit, comme c'est des séries vraiment que je recommande. Absolument. Mais ça, c'est des séries que je pourrais juste regarder pour analyser l'écriture, à quel point les personnages sont bien archétypés. C'est vraiment fort. Mais non, je reste vraiment consommateur de contenu. Je suis un peu frustré parce que Netflix a un gros potentiel, mais il y a un côté un peu des fois bel endormi. Les documentaires français de Netflix sont exceptionnels parce qu'il y a un maître du documentaire qui est là quand même depuis le début. Sur les séries made in Netflix, je suis quand même un peu frustré. Il y a un potentiel de dingue, et chez nous, je pense qu'il y a une vraie problématique d'efficacité d'écriture. Si vous regardez des séries françaises, on voit qu'il y a quand même une vraie différence avec les Américains. J'ai bien aimé Culte, j'ai trouvé que c'était pas mal, même si ça tient pas, la tension narrative tient pas sur les 6 épisodes, mais au moins il y a un truc quand même, c'est pas mal. Mais on est loin de l'âge d'or de Canal avec le Bureau des légendes. Moi, ce qui me frustre, c'est quand je vois la création originale que j'aime beaucoup. Bon, Berry, c'est pas mal, mais moi, il y a un peu une frustration sur les productions françaises en série. Je trouve que c'est le cinéma français qui est en train de se renouveler, qui est en train de revivre et qui est en train de proposer quelque chose de beaucoup plus réjouissant, type Vermine, type The Substance. Au moins on est surpris. C'est pas une prod française, The Substance. Ouais, c'est un peu un faux ami, mais je suis d'accord avec toi. On parlait de Vincent doit mourir. Très très bien, encore très bien. Alors j'ai une question business pour toi. Ouais. Comment on récompense justement toutes les productions qui sont vraiment des créations de plateformes ? On crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent, on fait une nouvelle cérémonie. Comment tu verrais ça ? Tu ferais ça comment si tu avais les moyens et l'influence pour le faire ? Alors, je trouve que les Emmy Awards, c'est intelligent ce qu'ils font. Enfin, ils récompensent la meilleure série, donc c'est la meilleure série, n'importe quelle plateforme. La question pour moi, elle se pose beaucoup plus sur le cinéma. Le cinéma, vous le savez, il y a eu pas mal de polémiques. Est-ce qu'on doit récompenser un film Netflix qui ne sort pas en salle de cinéma ? Pour moi, je trouve qu'il y a débat, même si il faut aussi se réinventer. Notamment chez nous, avec la chronologie des médias. J'adore notre système de français en termes de CNC et compagnie. On fait du protectionnisme depuis la fin de la guerre, et je pense que c'est très très bien, mais il faut moderniser en fait un peu les choses. On l'a déjà fait, on a déjà changé la chronologie. D'ailleurs, on est obligé de la changer pour moderniser, mais il faut continuer un peu cette avancée-là. Pour moi, on peut créer un prix pour des plateformes. Moi, je trouverais ça intéressant, mais il faudrait que ce soit quelque chose un peu événementiel, un peu comme Cannes, ou un peu comme les Emmy, comme d'autres grands prix. Moi, pourquoi pas, moi je trouve ça bien. Il y a tellement de plateformes. La vraie problématique, c'est qu'on vit un âge d'or et une surproduction culturelle. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps de tout voir, en série, en film,
Vous n'avez pas le temps de tout lire en BD, en bouquin. Et donc, c'est là où ce genre de podcast est important, c'est de faire de la recommandation ciblée. Moi, je pense qu'on est dans un espèce aussi d'âge d'or pour nous de recommander ce qui se fait de mieux. Après, moi, ce qui me rassure, à un moment donné, j'ai un peu dur, j'ai trouvé que récemment, la série DJ Mehdi en documentaire était exceptionnelle d'Arte. Arte qui a aussi fait le monde de demain, c'est ça, hein, l'adaptation de la vie de Dentem. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort en série. Mais moi, je serais prêt, bien sûr, qu'il y a un prix qui se crée et je trouverais ça normal. Après, bon, les Emmy Awards, c'est tellement énorme, entre guillemets. Voilà, ils ont réussi. Ce qui est marrant, c'est que les Emmy Awards, avec l'âge d'or des séries, ils ont réussi à rendre cette cérémonie quand même beaucoup plus glamour qu'elle n'y a été il y a 20 ans. Qu'elle ne l'était, fut un temps. Dernière question. Quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? S'il devait en rester qu'une. Ouais. Ah là. Ah, c'est dur. C'est le moment où il faut se mouiller un peu. C'est dur parce que ça dépend des moments de ta vie en fait. C'est-à-dire que quand même, ce qui est marrant, qu'on analyse les plateformes, c'est qu'elles ont eu toutes des temps forts et toutes des temps faibles. Donc au début, Netflix, souvenez-vous quoi. Netflix en 2013-2015, c'est incroyable quoi. C'est le Real de Madrid. Après là, ça s'est un petit peu calmé malheureusement. Disney. Donc déjà, je virais Disney+, ça c'est sûr. Amazon Prime, je vire aussi. Ça se jouerait entre Paramount, Apple et bon allez, je vais pas prendre beaucoup de risques. Enfin allez, je vais prendre un risque. Sinon je dis HBO parce qu'en fait le catalogue est dingo et c'est le meilleur. Mais en ce moment, je trouve que c'est Apple qui m'excite le plus en termes de propositions sérielles. Voilà, pour l'instant c'est ça. Je dirais que ça se bat entre Apple et Paramount. Mais Paramount, si tu retires Yellowstone et Sheridan, il y a plus grand chose. Donc je dirais Apple parce qu'il y a une diversité de production avec des choses plutôt de qualité constante, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes. C'était l'interview originale de Lloyd Cherry, on rappelle, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, spécialiste de l'univers de Dune et auteur du guide officiel Tout sur Dune, disponible dans toutes les librairies, j'imagine. C'est ça, et puis si vous voulez écouter le podcast, c'est plus que de l'ASF, c'est toutes les semaines, c'est une interview avec un auteur, scénariste, réalisateur, spécialiste de science-fiction. Thomas Pesquet est venu il y a 3 semaines, donc n'hésitez pas à écouter Thomas Pesquet parler de son rapport à l'ASF. Merci beaucoup Lloyd, c'était Original saison 1 épisode 3. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Salut Gauthier. Salut et on fait un bisou à Andou qui monte ce podcast. T'es le meilleur.